Une rencontre avait lieu mardi 28 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec l'historien Pascal Horry. Il est présenté ce jour-là son nouvel ouvrage « Qu'est-ce qu'une nation ? Une histoire mondiale » publié aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des histoires. Le débat était animé par Olivier Loub. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous prions et surtout je vous prie de m'excuser puisque Pascal Horry était réquisitionné dans les 2 heures qui précédaient pour faire une conférence avec les élèves du lycée Saint-Cernin. Et donc le temps d'arrivée et la maîtrise des horloges a été un petit peu faible. Et donc nous avons ces 10 minutes qui ne confinent pas au quart d'heure toulousain, on l'espère, mais qui nous permettent d'être avec vous et avec grand plaisir surtout. D'abord remercier une fois de plus la librairie Ombre Blanche de permettre cette vie culturelle à Toulouse qui est quand même une chance, un bonheur, et tous les auteurs qui viennent, tous les historiens qu'on peut accueillir en l'espèce, le signalent et le soulignent. Et vous le savez aussi, on sort du 3e temps du festival Histoire à venir et tous ces rebonds, toute cette intelligence qui peut être mobilisée dans ce lieu ou au Théâtre Garonne dans le cas du festival, eh bien c'est une vraie communauté d'échanges, de dialogue. Et ce soir, évidemment, on a beaucoup de chance d'accueillir Pascal Horry. Pascal Horry, dont j'ai coutume désormais de dire qu'il fait partie de ceux qu'on ne présente pas, et cet caractère ayant été renforcé par, vous le savez, sa récente élection à l'Académie française. Alors, ça rend non pas l'épée de Damoclès, mais l'auréole, pardon, qui l'environne encore plus forte. Bon, malgré tout, il faut non seulement le présenter, mais surtout dans la perspective du livre pour lequel il est ici avec nous. Ce livre qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une nation ?» est un livre dont il nous dira d'emblée, car c'est par là que je commencerai, l'actualité paradoxale, mais dire que effectivement ça fait 4 décennies au moins que ce thème de la nation le préoccupe et l'occupe, à partir des travaux qui étaient sur une France allemande et des collaborateurs à la fin des années 70, jusqu'à son livre précédent qui était sur le peuple souverain, et la question du populisme, pour le dire comme ça. Eh bien, la nation est un des objets centraux d'un historien qui est d'abord et avant tout, probablement pour une grande partie d'entre vous, le spécialiste, avec Jean-François Sirinelli aussi, bien sûr, de l'histoire culturelle du politique, de cette approche particulière qui fait ils ont renouvelé l'histoire du politique par le biais culturel, par le biais que ce soit du coup tout et l'un quelconque des arts par lequel on pourrait l'aborder, ou l'une quelconque des activités culturelles humaines, qu'elles soient considérées comme art ou pas, de la gastronomie à la bande dessinée, qui l'occupe, et par exemple dans la revue L'Histoire, chaque mois, vous avez une chronique par Pascal Horry d'un ouvrage de bande dessinée, que ce soit aussi de ce qui fait jouir les saintes, ce qui peut paraître un objet étrange, mais qui est quand même effectivement que dans le mysticisme, il y a aussi beaucoup de joie, pour le dire comme ça, et que cette joie de la sainteté est un objet culturel, et pas des moindres, que ce soit de l'épée qui serait au-dessus de la tête d'un Damoclès fictionnel, mais à peine fictif finalement, et puis particulièrement de ses travaux sur l'histoire culturelle et politique du Front populaire, qui fait aussi de Pascal Horry, par exemple, le président des Amis de Jean Zay, chose qui est à Toulouse, finalement, à la fois quelque chose d'assez peu connu et qui mérite de l'être plus et mieux. Alors la nation, cette construction, on verra s'il s'agit d'une construction, elle est à l'heure actuelle prise dans un paradoxe.
Et c'est par là que je voulais poser ma première question. C'est le paradoxe de notre époque. Elle n'a jamais été aussi présente, et Pascal Horry vous le dira, plus et mieux. Je le cite, y a-t-il encore au XXIe siècle des États qui ne soient pas fondés sur la souveraineté populaire, hein? Il parle évidemment d'une obstination des nations à ne pas mourir, alors même que son existence comme objet historique et comme objet social qui serait réel, et je mets des guillemets, est assez déniée, assez enfouie lorsqu'on regarde les productions, qui sont les productions de la science et du savoir historique. La nation est un objet relativement peu traité à l'heure actuelle. Elle est réputée morte. Alors, est-ce qu'on peut dire, reprenant la filière de Benedict Anderson, que la nation, non pas est morte, mais est réputée morte, car elle ne serait qu'imaginée? D'abord, je joins ma voix à la vôtre, Olivier, pour saluer Ombre Blanche, bien sûr, et plus généralement Toulouse, ville et région avec lesquelles j'ai des liens anciens et pas simplement intellectuels, mais aussi sentimentaux. Alors effectivement, ce livre est le résultat d'une bonne quarantaine d'années de séminaires, cours, réflexions. D'ailleurs, la plupart de mes productions sont plutôt des productions de long terme, même si elles n'en ont pas l'air. Puis certaines sont en revanche, en effet, des productions réactives à des conjonctures. Le Peuple souverain en était un exemple que vous avez cité sur la question du populisme. Donc, qu'est-ce qu'une nation? C'est une question qui m'accompagne depuis longtemps. Et je commence le livre par des considérations autobiographiques permettant de répondre à votre question, Olivier. À savoir que, pour moi, maintenant, il n'y a évidemment aucun paradoxe à dire que nous vivons ce soir, là, à 18h et quelques, dans une période qui est un apogée, un sommet pour la nation. Mais bien entendu, il faut l'argumenter, puisque dans ma jeunesse, c'était tout à fait le contraire, et que dans le milieu qui était le mien, celui des étudiants des années 60, puisque j'ai eu 20 ans en 68, c'est très très loin tout ça, ben, il est évident que le sens de l'histoire, ce n'était pas la nation. La nation appartenait au passé. La nation, c'était pire que ça, elle était du côté du mal et non pas du bien, puisqu'elle produisait le nationalisme, la xénophobie, le racisme, la guerre. Et puis, plus subtilement, puisque vous avez cité Benedict Anderson, mais c'est quelques années après que son livre est sorti, mais ce genre de production disait clairement qu'il s'agissait d'un travail, alors, imaginé, sinon imaginaire. En effet, que les nations étaient des communautés imaginées. Ce qui, d'ailleurs, dans l'esprit de Benedict Anderson, qui était quelqu'un de subtil, n'était pas un jugement de valeur péjoratif, mais qui avait pu être utilisé dans un certain nombre de polémiques pour dire, on a très bien compris, la nation, non seulement c'est le passé, non seulement c'est le mal, mais en plus c'est une mystification, puisque c'est construit. Alors ces trois affirmations, je vous signale qu'elles étaient prédominantes dans le milieu qui était le mien il y a donc 40, 50, 60 ans. Aujourd'hui, il n'en reste rien. Ces trois propositions que je viens de vous dire se sont complètement effondrées. Bien entendu, la nation n'était pas le passé, elle était déjà le présent à cette époque-là, on ne pouvait pas le voir, du moins certains ne pouvaient pas le voir. On ne pouvait pas le voir que dans FLN algérien, il y a N, Front de Libération Nationale. On ne pouvait pas voir que dans FNL vietnamien, il y avait N, Front National de Libération du Vietnam Sud. On ne voulait pas voir que dans la décolonisation, qui n'est d'ailleurs qu'une des décolonisations de l'histoire, la première, c'est pas celle-là, la première, c'est la décolonisation de l'Amérique, c'est au XVIIIe siècle, au début du XIXe, on l'oublie souvent. La seconde, ce sont les décolonisations, j'allais dire, d'Europe. Et la troisième, c'est effectivement ce qu'on a appelé la décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. Et bien, cette décolonisation d'après la Seconde Guerre mondiale, c'était effectivement au nom de valeurs nationales, d'une libération nationale qui valait pour les Indiens, pour les Pakistanais, pour les Israéliens. Enfin, bon. Donc le national était là, on ne voulait plus le voir. A fortiori, si on considère ce qui s'est passé depuis mes 20 ans jusqu'à ce soir, il est évident que le national n'a pas cessé de se rappeler à notre mémoire jusqu'à l'effondrement de ce qui avait été le grand projet politique du XXe siècle, en tous les cas celui qui avait tenu le plus longtemps, parce que l'autre grand projet c'était le fascisme, il s'était effondré pour simplifier en 1945, mais l'autre grand projet politique qui est celui de la Révolution d'octobre 1917 a fini par s'effondrer, chute du mur de Berlin, réunification de l'Allemagne, conséquence nationale immédiate, explosion de l'Empire soviétique. Et aujourd'hui, vous avez des États baltes, vous avez
des États d'Europe centrale et orientale, qui sont des États-nations qui ont pris la place des démocraties populaires, etc. Et mieux encore, vous avez des configurations nationales qui se sont installées en Asie centrale, là où il y avait des républiques soviétiques, du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, ou Kirghizie, ou du Turkménistan. Vous avez aujourd'hui des États-nations, parfois extraordinairement nationalistes, qui s'appellent l'Ouzbékistan, le Turkménistan, etc. Donc le national est omniprésent. Aujourd'hui, on vous parle de l'Écosse, de la Catalogne, du Kurdistan, pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc plus que jamais à l'agenda. Donc affirmer que la nation c'était le passé, bien sûr que non. Bien sûr que non. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais je le dis tout de suite. Réfléchissons au fait que 2020 se caractérisera sans doute historiquement par deux traits. Premièrement, la pandémie. Deuxièmement, le Brexit. En d'autres termes, hypothèse mondialiste, non. Mondialisation. Le virus est mondialisé. Mais le mondialisme, que nenni. Que nenni. Et en revanche, le Brexit, qui attaque de front la seule tentative contemporaine d'État supranational, qui s'appelle l'Union européenne. Vous n'avez aucune autre tentative à la surface de la Terre d'État supranational. Ce n'est pas l'ONU, c'est l'Union européenne. Brexit. Donc, franchement, le national est plus que jamais à l'agenda. On en pense qu'on en veut, mais enfin, c'est quand même du coup un bel objet d'étude pour un historien. D'où le sous-titre, effectivement, Olivier l'a souligné, une histoire mondiale. Il n'y a rien de plus mondial que le national. Et évidemment, ce que je disais sur le fait que la nation, c'était effectivement le mal, puisque ça produisait le nationalisme, c'est une erreur de perspective historique. Car on confond la logique profonde de la nation depuis, pour simplifier, ça je le développe dans le livre, je suis obligé d'être très schématique ce soir, évidemment, depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à travers 4 révolutions fondatrices. Entre parenthèses, la Révolution française n'est jamais que la 4e. Ce n'est pas la première. La première, c'est la révolution néerlandaise du XVIe siècle, qu'on connaît très peu, mais que les Américains connaissent assez bien. Quand Barack Obama est venu aux Pays-Bas, on lui a montré le grand texte fondateur des Pays-Bas, le Plakat, qui a largement inspiré la révolution américaine du XVIIIe siècle. La révolution anglaise de 1688, la révolution américaine de 1776 et autour, et enfin la 4e, la française. Les 3 premières, d'ailleurs, ayant des caractéristiques complètement différentes de la 4e. Mais ça, on en reparlera peut-être. Donc, la nation vient de, entre guillemets, la gauche, puisqu'elle est fondée sur la souveraineté populaire. Le nationalisme, c'est une autre affaire. Le nationalisme, c'est l'instrumentalisation du national au sein de débats internes aux nations, et en particulier aux États-nations, et en particulier, pour commencer, en France. Et le nationalisme, effectivement, le mot d'ailleurs se cristallise seulement à ce moment-là, c'est-à-dire un siècle après la Révolution française. Le mot nationalisme n'existe pas sur la Révolution française. En revanche, un siècle après, la récupération du national dans le cadre d'un renouvellement fondamental, disons, d'une pensée, entre guillemets, de droite, ça, oui, ça, c'est tout à fait remarquable, extrêmement productif. Ça a donné le nationalisme. Ça, c'est tout à fait clair. Et les débats actuels dans tous les pays du monde, pas spécialement dans la France des élections présidentielles, entre parenthèses, cessons de nous regarder le nombril, mais les débats actuels montrent bien qu'il y a une idéologie nationaliste dans tous les pays du monde, sans exception. Il ne faut pas oublier que les pays qui pouvaient paraître très éloignés de ça, les pays scandinaves, ont été l'objet depuis une trentaine d'années de mouvements de cristallisation nationaliste populiste non négligeables. Non négligeables. Alors, qui aurait pensé que les nationalistes populistes, à un moment, seraient au gouvernement danois, par exemple? Donc c'est loin d'être une particularité française. Et quant à l'idée que c'est une construction, que tout ça c'est une construction, une mystification, on voit bien que c'est une erreur fondamentale, puisque ça veut dire qu'on ne comprend rien, puisque Olivier évoquait l'histoire culturelle du politique, au fait que les sociétés politiques se fondent sur un travail d'imagination qui n'est pas un travail imaginaire, hein, sans citer Cornelius Castoriadis, etc. Et si on dit la nation est une construction, eh bien oui, évidemment, c'est consubstantiel à tout système politique. Ça veut dire que l'internation, c'est une construction. Même la notion d'humanité est extraordinairement construite. Donc les systèmes politiques supposent des constructions intellectuelles qui se développent en fonction d'un certain nombre de rapports de force, de considérations, etc. Mais il n'y a pas que la nation qui est construite. Toute institution politique est une construction. Ce qui compte, c'est de savoir si ça tient ou si ça ne tient pas. D'où l'idée que, pour moi, l'histoire, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est une science expérimentale, dans la mesure où elle se contente de constater des expériences, qui sont des expériences économiques, politiques ou culturelles. Et puis elle voit, ça tient 3 semaines,
Ça tient 3 ans, ça tient 3 siècles. Bon, voilà. C'est expérimental. Donc c'est très intéressant de voir ce qui marche. Et une construction politique qui tient 5 siècles, c'est intéressant. Je ne sais pas du tout si le national sera Alain Jadot dans un siècle. En tous les cas, la prophétie de ma jeunesse n'a pas été vérifiée. C'était inexact de penser que le national était mort quand j'avais 20 ans. Donc, comme je n'ai plus 20 ans, j'ai un peu de recul pour dire que c'était une prophétie fausse. Voilà. Obstination des nations à ne pas mourir. Voilà. Mais c'est le point de départ et c'est important de partir de là avant de voir maintenant et de veiller à définir ce que vous entendez par ce qu'est une nation. C'est important et c'est important aussi cette idée d'histoire comme science expérimentale sous d'autres cieux et d'une autre façon. Vous aviez dit aussi que c'était une science du vivant dans le passé, mais du vivant, et qu'effectivement, un vivant qu'on observait comme expérience, et même s'il est situé dans un passé qui peut être très proche, voire même un passé à venir, dans certains cas. Et définir, tout le livre évidemment en est le réceptacle, bien sûr. La question, c'est la vieille question au moins de Renan, mais même de Sieyès, pour remonter aux seules interrogations françaises sur ce qu'est la nation, à travers un premier livre qui était ce qu'était le tiers-État. Mais en parlant de tiers-État, Sieyès s'occupait de savoir ce qui faisait communauté politique proprement française et donc définir du coup ce qu'était la nation. Et vous le déployez, la réponse vous la déployez, et je ne vais pas ici la résumer parce que je vais vous questionner, quand même dans l'économie de l'ouvrage en 3 volets. La nation, c'est une invention démocratique. La nation, c'est une construction poétique. On y reviendra. Et la nation est une ressource politique. Mais au cœur de ces 3 volets, dans cette économie en 3 vaisseaux, il y a une phrase, malgré tout, qui peut ramasser. C'est cette idée, et c'est ce que je vais vous demander de nous expliciter, parce que ça mérite explication, bien sûr, que la nation, elle naît, où on peut l'identifier, lorsque le peuple petit p devient le peuple grand P. Alors ? Oui, pour être précis, c'est un peuple petit p qui devient le peuple grand P. Alors, ce n'est pas un effet rhétorique que je recherche, c'est le résultat de pas mal d'années de cogitation. Un peuple avec un petit p, c'est l'identification initiale qui fait qu'à la surface de la Terre, ce qui est une considération géographique, depuis la nuit des temps, ce qui est une considération historique, sont apparus des peuples, qu'on leur donne le nom, vous savez, pour les anthropologues, de tribus, etc. Je commence d'ailleurs cette explicitation du peuple, de ce qu'est un peuple avec un petit p, par les Barouillas, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu Maurice Godelier et l'anthropologie, les Barouillas. Je vérifiais, il y a actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée orientale, où se trouvent les Barouillas, ce qu'il en reste, vous avez 800 langues différentes recensées par les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée orientale. Parmi ces 800 langues, il y a la langue Barouilla, et il y a un petit peuple qui s'appelle les Barouillas, auquel Maurice Godelier, grand anthropologue français, a consacré l'essentiel de une bonne partie de son œuvre. C'est tout à fait. Bref, au départ, il y a les Barouillas. Je veux dire que vous avez des milliers de Barouillas partout. Ça s'appelle une société politique. C'est le résultat, évidemment, d'une série de circonstances historiques, géographiques et autres, qui font qu'il y a quelque chose plutôt que rien. J'aime bien souvent troubler mes étudiants en leur disant, écoutez, commençons par la phrase de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C'est une grande question. Ben oui. Donc pourquoi y a-t-il à la surface de la Terre actuellement, par exemple du côté de la mer Baltique, pourquoi est-ce qu'il y a des Estoniens, des Lettons et des Lituaniens plutôt que rien ? Pourquoi ce ne seraient pas tous des Russes ? Pourquoi ce ne seraient pas tous des Lituaniens ? Pourquoi ce ne seraient pas tous des Lettons ? Ben non, il y a et puis il n'y a pas. Donc il n'y a pas, par exemple, effectivement, il n'y a plus de Prusse. Jadis, il y avait un peuple qui s'appelait les Prusses. Bon. Donc, mais il reste sur la plage abandonnée, là, il reste des Lettons, des Lituaniens et des Estoniens. Ça a du sens. Ça veut dire que, historiquement parlant, vous avez des rapports de force qui font qu'ils sont encore là. Ça fait un peuple. Donc, une société politique qui produit du culturel, c'est-à-dire qui produit les 2 grands systèmes symboliques que vous connaissez bien, la langue et la religion. Vous mettez des guillemets à langue et à religion, mais c'est ça. Et initialement, évidemment, un peuple, une langue, une religion, pour simplifier. Entre parenthèses, vous pourrez me dire, qu'est-ce que vous faites des religions universelles ? Ben justement, elles apparaissent après. Mais fondamentalement, l'identification initiale, c'est ça. Elle est pré-universelle, en quelque sorte. Elle est pré-chrétienne, pour être clair. Entre parenthèses, le peuple hébreu ne fait pas exception.
Parce que ce n'est pas parce qu'il est monothéiste qu'il est universel. Mais pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Il n'est pas du tout universel. C'est la particularité, c'est le particularisme hébreu que d'être monothéiste. Ben, voilà, un peuple, une langue, une religion. Bon. Alors après, il faut nuancer, langue, qu'est-ce qu'on met dans langue, Donc ça, ce sont les peuples petit p. Pour que ça devienne le peuple avec un grand P, il faut qu'il y ait une révolution qu'on pourrait presque qualifier de mentale, en tous les cas intellectuelle, qui s'appelle la souveraineté populaire. Et ça vient de quelque part, et c'est géographiquement assez situé, parce que, deuxième remarque, le mouvement qui aboutit à la nation, c'est pas une génération spontanée, simultanée à la surface de la Terre, parce que ça se produit jamais, les générations simultanées. Non, vous avez des points d'ancrage, ça part d'Europe occidentale. Ça part pas d'Europe du Sud, ça part pas de la non-Europe, ça part d'Europe occidentale. Pour des raisons ABCD, bon, je les évoque dans le livre. Et ce mouvement de souveraineté populaire transforme l'identification culturelle d'origine politique du peuple avec un petit p en une revendication politique de souveraineté de ce peuple qui devient le peuple majuscule. Et c'est ce que les Néerlandais au XVIe siècle, les Anglais de la deuxième révolution, celle qui a duré, pas celle de Cromwell qui n'a pas duré, qui est une parenthèse qui a refermé, la Glorious Revolution, Glorious Revolution, c'est là que le mot révolution apparaît d'ailleurs. Hein. La métaphore politique de révolution apparaît dans la révolution de 1688. Pas la Révolution française, la Révolution anglaise de 1688, Glorious Revolution. Et effectivement, la Révolution américaine et enfin la Révolution française. Et à partir de ce moment-là, le mouvement est lancé et il y a en effet acculturation. Il y a en effet acculturation et je cite souvent un exemple, parce que je consacre quelques pages bien sûr à la France, mais pas tellement que ça, finalement, parce que les États-Unis, parce que la Suisse, parce que la Turquie, parce que la Chine, c'est tout à fait passionnant. Donc, voilà. Prenons le cas de la Turquie. C'est quand même extraordinaire de penser que le mouvement national qui a produit la Turquie, sous l'égide de Mustafa Kemal, plus tard Atatürk, dont on sait que M. Erdogan détricote systématiquement une bonne partie de l'héritage, eh bien justement cet héritage qui vient de ce qu'on appelle les jeunes Turcs, dont Mustafa Kemal a été très vite un disciple, enfin il n'est pas fondateur des jeunes Turcs, ça s'est produit avant lui. Le mouvement jeune turc, qui est donc le grand mouvement national qui va accoucher de la Turquie aux alentours des années 1920, après le traumatisme de 14-18 et d'ailleurs le génocide arménien, eh bien, ce mouvement est né dans la clandestinité, évidemment, puisque c'était un mouvement révolutionnaire, tout ça vient de la gauche, faut pas oublier, entre guillemets, un mouvement révolutionnaire qui secoue le cocotier de l'Empire ottoman, qui lui est le type même de l'ancien régime dynastique, quasiment familial, Empire ottoman. Non, ces jeunes Turcs, ils se constituent dans la clandestinité à Istanbul, le 14 juillet 1889. Donc, évidemment, vous avez un modèle qui n'est pas que français, mais qui en l'espèce est français, qui se répand à travers le monde progressivement. Bon, c'est très clair déjà en Amérique latine, au début du 19e siècle. C'est d'ailleurs plutôt le modèle américain, mais aussi le modèle français qui n'est pas sans influence. L'Europe centrale, l'Europe orientale, jusqu'à la Turquie, la Chine, le Kuomintang. C'est quand même intéressant de voir que le grand Sun Yat-sen, c'est un Chinois complètement occidentalisé, qui a même été converti au protestantisme. La Chine nationaliste moderne est créée par un Chinois protestant, médecin et protestant. Donc voilà, évidemment, il y a de l'acculturation là. Vous avez un modèle occidental qui, évidemment, perfuse peu à peu et se retourne éventuellement contre les Occidentaux quand, effectivement, Front de Libération Nationale, parti du Congrès indien, bon, ben, écoutez, chers colonisateurs, nous avons compris le message national 5 sur 5, on vous renvoie le boomerang, et maintenant c'est nous qui devenons une nation et qui vous disons partez. Mais tout ça, c'est de l'acculturation. Donc c'est tout à fait extraordinaire de voir comment ce modèle va se répandre, mais je tiens beaucoup à ma définition, un peuple petit p qui devient le peuple avec un grand P. Et ce qui est au cœur donc de la définition de la nation, c'est la souveraineté populaire. C'est la clé conceptuelle du livre. D'où le fait qu'il y a, à l'heure actuelle, à la surface de la Terre, quelques États qui ne sont pas des États-nations, qui sont hors du modèle standard, mais d'autant plus intéressant, le principal étant l'Arabie saoudite. Regardez le nom. Arabie saoudite, c'est comme Empire ottoman. Vous êtes dans une logique pré-nationale, dynastique, pour ne pas dire familiale. D'ailleurs, on pourrait interpréter l'Arabie saoudite comme une propriété familiale de la famille Saoud. Alors là, effectivement, vous êtes dans le monde d'avant, qui était le monde de l'Empire ottoman, par exemple. On peut dire ça du Vatican ? Ah oh là là. Comme État-nation ? Non, franchement pas. Non, pas État-nation. Bon. En revanche, je me permets de saluer au passage quelques États qu'on a parfois tendance à qualifier de micro-États et qui sont extrêmement respectables. Vous avez un des États les plus intéressants qui est le Luxembourg.
Alors, si vous me lancez sur le Luxembourg... Mais tout à l'heure, parce qu'il y a de nombreuses pages, en effet, sur le Luxembourg, et peut-être y viendrons-nous, évidemment. Mais alors, une fois qu'on a identifié le concept, après avoir dit qu'il était et qu'il restait central, et qu'il reste notre présent le plus commun à la surface de la planète, il faut bien voir que l'originalité du livre, c'est d'écrire justement, et c'est le sous-titre, une histoire mondiale. Il existait des histoires, des idées de la nation mondiale, mais une histoire mondiale de ce qu'est la nation à l'échelle de la planète comme expérience politique, ça pour le coup, peut-être, ce que je ne connais pas assez bien, la production anglo-saxonne, enfin, j'en ai pas vu pour l'instant, j'en ai pas lu, c'est un objet qui moi aussi m'intéresse depuis longtemps, sur lequel on a pu lire tous beaucoup, et c'est ça la vraie nouveauté de ce livre, et c'est ce qui rend sa lecture évidemment pour nous cruciale, parce que non seulement la nation est plus que jamais importante, mais là elle est traitée, elle est abordée de façon mondiale, non pas parce qu'il n'est pas trop du monde pour parler de la France, ce que dit Michelet, bien sûr, mais parce qu'en fait la nation est un objet transnational. Et c'est un point fort, vraiment très fort du livre. J'attire votre attention, notre attention à nous tous ici, dont l'idée, mais aussi dont les réalités, les pratiques circulent. Ce ne sont pas que des idées, ça peut être des emblèmes, ça peut être des hymnes. La façon dont vont circuler ces objets constitutifs des nations. Et le grand mérite, du coup, c'est que c'est une façon de dénationaliser la nation, que d'en faire une histoire mondiale. Alors, au bout du bout, donc, qu'est-ce qu'il en reste ? Est-ce que cet objet transnational continue à circuler, ou bien est-ce que tout le monde étant déjà dans le national, au fond, on est dans une histoire mondialisée de la nation, mais les circulations des modèles, est-ce qu'elles se font encore ? Si on fait la liste, d'ailleurs, c'est l'objet de ma troisième partie, effectivement, où je fais un état des lieux aujourd'hui. Si on fait la liste des lieux problématiques en termes nationaux, il en reste pas mal encore, avec des hypothèses d'émancipation nationale sur le schéma classique, dominée. Alors, la nature de la domination est extrêmement variable. La domination sur l'Écosse n'est pas la domination sur les Ouïghours. On ne va pas tout mélanger. Enfin bon. Mais je viens de citer les Ouïghours. D'ailleurs, je viens de citer les Écossais. Première remarque en ce qui concerne les Écossais. Nous ne serions pas là pour parler des Écossais si on avait discuté en 1960. Le nationalisme écossais paraissait absolument mort. Absolument mort. Aujourd'hui, il est depuis longtemps au pouvoir à Édimbourg, quand même. Donc il se passe des choses. C'est passionnant pour un historien, d'ailleurs. L'imprévisible, quoi. C'est merveilleux. Bon. Ça, on pourrait dire plein de choses sur le nationalisme écossais. Passons. Sur le rapport à la langue aussi, par exemple. Sur le fait qu'on oublie souvent qu'en Écosse, il y a non pas 2 langues, mais 3. Que le gaélique écossais, bon, quand même fait partie de ces langues qui s'étiolent, mais qu'il y a le scots. La vraie langue écossaise, c'est le scots. Puis il y a l'anglais, bien sûr. Bref, ça, c'est côté écossais. Mais les Ouïghours, dans la typologie que je propose à la fin, on peut dire que les Ouïghours, c'est l'exemple d'une nationalité qui est en train d'être écrasée, assez efficacement. Parce que cette histoire n'est pas une histoire victorieuse indéfiniment. Beaucoup de nationalités ont été écrasées pour diverses raisons, voire plus subtilement ont explosé. Vous avez 2 nationalités de ma jeunesse, de la jeunesse de certaines personnes ici pendant la salle, qui ont disparu, qui font d'ailleurs qu'aujourd'hui, ceux qui s'en réclameraient n'ont plus de lieu ni de feu. C'est la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, je signale. Si vous êtes yougoslave aujourd'hui, quel lieu avez-vous ? Si vous êtes tchécoslovaque, quel lieu avez-vous ? Ben non, vous n'avez plus. Donc il y a des explosions. C'est-à-dire que la configuration nationale qui était issue de la Première Guerre mondiale s'est révélée fragile. Quant aux Ouïghours, ça c'est un cas plus simple, c'est-à-dire que c'est l'écrasement par une domination, qu'on va dire, étrangère, qui impose sa démographie. Il n'y a strictement rien de moral ou d'éthique là-dedans, c'est un simple constat. Les Han, aux dernières nouvelles, sont plus nombreux que les Ouïghours là-bas. Donc la question est en train d'être réglée. La seule hypothèse pour que les Ouïghours s'émancipent, ce serait un effondrement du pouvoir central chinois, ce qui existe dans l'histoire chinoise, mais qui est pour l'instant peu probable. Voilà, c'est tout. Donc vous avez comme ça des configurations, mais on peut dire, prenez quand même l'une des questions géopolitiques les plus graves qui se posent à nous, puisqu'on est évidemment tous liés solidairement à ça, fatalement, on ne peut pas penser que ça nous échappe, c'est Israël-Palestine. Ce sont quand même 2
deux nations, deux nationalités, deux nationalismes qui se construisent en miroir. Le sionisme a été le premier, et le mouvement palestinien, je développe beaucoup ça, c'est construit en miroir du mouvement sioniste, y compris le fait qu'on va récupérer des figures, même à la limite la figure de la Shoah par une figure symétrique en Palestine, etc. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, la Nakba, il faut savoir que c'est une notion qui vient d'un chrétien, puisque évidemment les Palestiniens comprennent en leur sein, de moins en moins d'ailleurs, une minorité chrétienne très active, et c'est un chrétien de culture grecque qui a construit à partir de la notion de catastrophe grecque face aux Turcs, la notion de Nakba palestinienne. C'est assez intéressant. Le jour où j'ai découvert, c'était un intellectuel palestinien, mais de culture chrétienne et spécifiquement grecque, évidemment, c'était passionnant. Parce qu'il a transposé la catastrophe grecque à la Palestine. Et tout est comme ça. Et vous voyez que tout est aussi affaire de cette curiosité du regard, qui consiste à dénationaliser la nation pour mieux comprendre ce processus national à l'œuvre. Et avant de venir à un déploiement de certaines typologies qui m'ont intéressé particulièrement dans votre livre, quand même dire qu'en termes d'écriture de l'histoire dans ce livre, tous les épigrammes de chapitres sont de Renan. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, mettant mon livre sous l'égide du titre qui vient de Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ?», je voulais quand même lui rendre hommage, car pour celles et ceux qui, dans cette salle, n'auraient pas encore lu le petit texte de Renan, qui se lit vite, qui est une conférence qu'il a donnée officiellement en Sorbonne, alors en tant que professeur émérite en Sorbonne, j'y étais sensible. Ce que j'ai découvert chemin faisant, d'ailleurs, c'est qu'on répète toujours que c'est une conférence en Sorbonne. On oublie, il y a une seule personne qui l'avait dit avant moi, qui est un chercheur néerlandais, qui l'a testé. Il a testé ce discours quelques années auparavant aux Pays-Bas, donc devant un public étranger. La femme de Renan était d'origine néerlandaise. Et dans le cadre d'un anniversaire Spinoza, Renan a testé son texte sur la nation devant un public étranger, ce qui prouve bien que ce n'est pas du tout le texte que ceux qui ne l'ont pas lu croient. Du style, oui, on a compris, même sans le lire, c'est un texte franchouillard, avec un français nationaliste, traumatisé par la guerre de 70. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est un texte qui même annonce la mort de la nation. C'est-à-dire que Renan est beaucoup plus optimiste en ce qui concerne la disparition de la nation que nos contemporains. Il dit, mais un jour, je vous parle de la nation, messieurs, dames, mais un jour, probablement, il dit probablement, la Confédération européenne la remplacera. Il a plus d'optimisme sur l'avenir de la Confédération européenne, pour parler comme lui, que nous. Et il écrit en 1880. Bon. Bref, donc, je vous conseille de lire le texte de Renan, qui est très intéressant. Et du coup, je lui ai rendu hommage à la tête de chaque chapitre, en prenant un extrait. Bon, le plus connu des extraits de ce texte de Renan, vous le savez, c'est de définir la nation comme un plébiscite de tous les jours. Ce qui était évidemment conforme à la conception française de la nation, opposée à la conception allemande. Parce que 30 secondes sur Renan. Ernest Renan, c'est fondamentalement un homme de la langue. C'est un philologue, comme on disait à l'époque, disons un linguiste. C'est comme ça qu'il devient historien des religions, mais c'est parce que d'abord son travail est sur les langues, en particulier les langues sémitiques, comme on le sait. Cet homme est donc un pur produit de la culture allemande. Parce que qui dit philologie linguistique, c'est l'Allemagne. Donc tous ces Français-là sont absolument acculturés à la culture allemande. Et la guerre de 66 leur tombe dessus comme un coup de massue. Et Renan, par exemple, découvre que ses chers collègues allemands sont aussi de farouches nationalistes allemands. Ils ont beau être de grands savants, ils sont prussiens aussi. Alors ça, il a beaucoup de mal à s'en mettre. Donc il faut penser que c'est cette génération qui va fonder la Troisième République, qui va fonder l'École libre des sciences politiques, des choses comme ça, c'est une génération traumatisée par la guerre de 70. Et en particulier parce que Renan est un pur produit de la science allemande, évidemment. Et donc il écrit à la lumière de ça. Et évidemment, quand il dit « c'est un plébiscite de tous les jours », il défend une conception qui est une conception, on pourrait qualifier de démocratique, de la nation, qui s'oppose à une conception fataliste, et d'ailleurs culturaliste, qui a de beaux jours devant elle en Allemagne, puisqu'elle a justifié, par exemple, le simple fait, parce que tout est très concret, qu'on ne va pas consulter les Alsaciens mosellans pour leur demander s'ils veulent se rattacher à l'Empire allemand. On leur dit, évidemment, vous êtes germanique depuis le Moyen-Âge. Donc, on ne va pas vous demander votre avis. Bienvenue dans votre patrie, voilà, l'Allemagne. Donc évidemment, on voit bien que la définition française consiste à objecter en disant « Ah ben non, mais il faudrait consulter les populations ». On ajoutera qu'en 1918, on n'a pas consulté les Alsaciens mosellans pour savoir s'ils voulaient redevenir français.
Mais bref, non, mais le texte de Renan est passionnant. Passionnant. Cet antipatriotisme qui vient d'être développé concernant les Alsaciens, on le retrouve, non pas l'antipatriotisme, mais le fait de dénationaliser notre propre histoire, on la retrouve justement dans une typologie des origines. Là, je voudrais qu'on aborde les typologies et des origines et des commencements. Vous avez commencé à dire qu'il y a 3 révolutions sœurs, plus une, là où habituellement, évidemment, dans l'histoire française, on a l'habitude de faire de la Révolution française le commencement. Vous écrivez, de fait, donc dès lors, la Révolution française fut donc une suite plutôt qu'un commencement. Alors, pourquoi la nation, au sens du peuple, de un peuple qui devient le peuple, démarre-t-elle dans ces 3 révolutions sœurs, et que fait la Révolution française à la suite ? Alors, la précède donc les 3 révolutions dont j'ai parlé. Au passage, je réponds à la question de savoir ce qu'on fait de révolutions tout à fait intéressantes, mais qui avortent, ce qui n'est pas le cas des Pays-Bas, ce qui n'est pas le cas de 1688, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Exemple, évidemment, Pascal Paoli en Corse. Mais ça se referme. Donc, ce qui compte dans les 3, c'est qu'elles s'installent. Elles s'installent jusqu'à nos jours. Parce que les Pays-Bas d'aujourd'hui sont les héritiers du placard du XVIe siècle. Quand Mme Thatcher est venue participer à la célébration, pas simplement à la commémoration du bicentenaire de la Révolution française sous l'égide de François Mitterrand, elle a fait malicieusement remarquer qu'elle venait d'un pays qui avait 1 siècle et 1 an d'avance sur la France, 1688. Et ce soir, le régime politique anglais est directement issu de 1688, quand même, fondamentalement. Régime parlementaire, monarchie constitutionnelle, tout est parti de 1688. Et États-Unis, ça va de soi, cette constitution qui a été amendée, mais qui est quand même la même constitution depuis. Bon. Ça, c'est évidemment fondateur. La Révolution française arrive en 4e, c'est pas simplement une question de chronologie, elle fait un pas de côté, parce que tout simplement, la référence culturelle n'est plus la même. La référence culturelle commune aux Néerlandais, aux Anglais, et même aux Américains, même si c'est pour eux moins essentiel, c'est le protestantisme. Oui, évidemment. La Révolution néerlandaise, c'est entièrement déterminé par le choix protestant face au roi d'Espagne. 1688, c'est contre Jacques II. Bon, voilà, je n'entre pas dans le détail. Et la Révolution américaine ne se pose pas vraiment de problème, séparation de l'Église et de l'État et multitude de dénominations, comme on dit, mais culture massivement protestante, avec déjà toutes les déclinaisons beaucoup plus librement épanouies que dans le système anglais, où il y a quand même des dénominations, sans parler des catholiques protestantes, qui sont quand même sous le boisseau. Arrive la France, pays catholique, fondamentalement catholique, même s'il y a une minorité protestante, culture politique catholique, et là ça se passe mal. Les 3 premières révolutions, vous l'aurez constaté, s'adossent à la religion. Elles n'ont aucun problème avec la religion, mais strictement aucun. La France va avoir tout de suite un problème parce que l'Église catholique objecte fondamentalement, et je rappelle des textes fondamentaux des papes en 1790, 91, 92, etc., qui objectent fondamentalement aux valeurs de la Révolution française. Donc la Révolution française va devoir s'opposer, peut-être d'ailleurs que certains de ses dirigeants le souhaitaient, cette confrontation, mais va devoir s'opposer à la religion catholique, ça change tout. Et ça va avoir plein de conséquences. La principale est complètement d'actualité ce soir, puisque ça fait maintenant quelques années que la France, sous le regard de l'étranger, et que l'étranger, regardant la France, pose la question, qu'est-ce que c'est que ce fameux mot de laïcité ? Bon, il est évident que la cristallisation laïque, qui va nous donner les Turcs, 14 juillet 1889, la focalisation de la laïcité, c'est lié à l'expérience historique française où, eh bien, effectivement, le Saint-Siège dont on parlait tout à l'heure, enfin, le pape condamne, en fait, les choix essentiels de la Révolution, sans attendre, bien sûr, le choix le plus dramatique pour le pape, le plus inadmissible, qui est la constitution civile du clergé. Donc ça donne un style à la Révolution française et au modèle révolutionnaire français qui va en effet s'exporter, mais qui comprendra en son sein une dimension laïque, voire anticléricale, qui est complètement absente du modèle anglais, du modèle américain. Alors on pourrait développer. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est à partir de ce 3+1, ce cas particulier, que la Révolution, si on vous suit, fille de Luther et de... Pas la Révolution, que la nation, fille de Luther et de Calvin, à sa façon,
acclimaté en France contre ou malgré, ou en tout cas face à une conception universaliste du commun, qui est celle de l'Église catholique, hein, qui fait face à une conception plus particulière de ce qui doit être le commun, né. Donc ce sont dans ces 4 pays. Et ensuite démarre ce que vous appelez la mondialisation du national jusqu'à nos jours. Et nous sommes toujours, dites-vous, dans la mondialisation du national. Et dans cette mondialisation du national, il y a d'autres naissances ou des jeunesses qui se produisent, qui sont des mouvements nationaux de libération, pour le dire comme ça. Et vous identifiez, vous proposez une typologie de 3 cas, en tout cas, qui sont liés à des leaders. Il y a la Turquie de Kemal, pour le dire comme ça, le modèle chinois de Sun Yat-sen et l'Afrique du Sud de Mandela. Pourquoi ces 3 cas forment-ils typologie ? Je reviens 30 secondes sur la question de la rupture avec l'Église catholique. Au moment du bicentenaire de la Révolution française, que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de Mme Thatcher, parmi les décisions de panthéonisation, il y a, ça ne vous a pas échappé, celle de panthéoniser l'abbé Grégoire. Alors, on ne va pas expliquer pourquoi. Eh bien, ce jour-là, le fauteuil de Monseigneur Lustiger est resté vide. Et Monseigneur Lustiger n'avait sans doute pas besoin qu'on lui conseillât de ne pas venir à cette cérémonie. Mais en tout cas, Jean-Paul II, clairement, a dit qu'il n'était pas question que l'archevêque de Paris puisse assister à la panthéonisation de l'abbé Grégoire. Et ça se passe en 1989. C'est dire que c'est du lourd. Hein. Peut-être, il faut dire pourquoi. Parce que l'abbé Grégoire est un de ces prêtres qui ont choisi le camp de la Révolution. Oui, donc il a commis le péché. Il est considéré comme le principal fondateur d'une église schismatique, enfin, qui est l'église d'une certaine façon. En tous les cas, c'est un prêtre jureur, c'est un prêtre constitutionnel. Il sera le premier évêque de Blois, puisque la Révolution française va créer de nouvelles cartes des diocèses, elle va créer un diocèse de Blois, etc. Et bon, c'est par ailleurs l'homme qui contribue à l'émancipation des Juifs de France. C'est aussi celui qui accable les langues régionales. Enfin, c'est un personnage essentiel dans l'histoire de la Révolution française à un certain moment. Et il meurt beaucoup plus tard, dans les années 1830. Mais là, au moment du bicentenaire, faut-il dire l'Église catholique, en tous les cas, le Saint-Siège n'avait toujours pas pardonné. Il faut quand même le signaler. Bon, les choses ont sans doute évolué depuis, mais bon, c'est quand même très frappant. Hein, le fauteuil vide de Monseigneur Lustiger le jour de la panthéonisation de l'abbé Grégoire, ça dit beaucoup de choses. Alors, les 3 exemples, je les ai pris d'abord pour montrer que dans le temps, ça pouvait s'étager, effectivement, du début du XXe siècle à la fin du XXe siècle, de Mustafa Kemal à Nelson Mandela, que ça concernait des continents différents et des cultures très différentes, et que vous aviez à chaque fois la reproduction quand même du modèle standard de la nation, la souveraineté populaire, avec la recherche d'une identité qui permet de s'adosser, en effet, pour présenter sub specie aeternitatis la revendication nationale, mais que, bien entendu, on arrivait à des solutions très très différentes, suivant qu'on prenne, par exemple, le cas de la Turquie qui se voit à la française, hein, j'insiste là-dessus, comme un pays unitaire et laïque, on pourrait ajouter autoritaire, parce que Mustafa Kemal n'est pas vraiment un grand libéral. Hein. Donc c'est une personnalité fondamentalement autoritaire, et qui est un moderniste, enfin dans la perspective un petit peu, alors là pour le coup d'Ancien Régime, mais pas du tout ottomane, mais du siècle des Lumières, c'est-à-dire effectivement despotisme éclairé. Alors que Sun Yat-sen, c'est déjà plus complexe, puisqu'il s'agit de fonder sur le nationalisme, au sens de la nationalité chinoise, une lutte contre l'étranger dominant, l'étranger en fait en train de coloniser la Chine, et à travers un discours très subtil sur la tradition chinoise, mais occidentalisée en ce qui concerne les valeurs qui sont mises en avant. Et puis, dans le cas de Nelson Mandela, le fait que... D'ailleurs, il y a une dimension religieuse non négligeable, puisque Nelson Mandela, c'est aussi Desmond Tutu. Hein, et donc, effectivement, la nécessité de régler un problème d'identité. Alors, parce qu'en théorie, pour un Chinois, ou même pour un Mustafa Kemal, le problème d'identité est vite réglé, en particulier en ce qui concerne Mustafa Kemal, par une purification
purification de la culture pour retourner des fondamentaux turcs. Je traumatisais d'ailleurs mes étudiants en leur signalant qu'un des signes de la modernisation de la Turquie, c'était le génocide arménien. Parce qu'avant, dans le système d'Ancien Régime, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, quelqu'un avait défini l'Empire ottoman comme le despotisme tempéré par l'assassinat. Donc, vous aviez le despotisme tempéré par l'assassinat, et vous aviez, en ce qui concerne les communautés, des équilibres subtils qui faisaient qu'il ne faut absolument pas idéaliser ces sociétés de culture musulmane, comme on le fait parfois. Il y avait incontestablement une soumission des non-musulmans à l'islam, mais le reste, ça se négociait. Ça se négociait de façon subtile, et la négociation avait atteint un point d'équilibre au XIXe siècle, tout simplement parce que le fameux pouvoir despotique s'effondrait mollement, que les influences étrangères intervenaient de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un pays qui s'appelle le Liban, enfin ce qu'il en reste. C'est-à-dire qu'il y avait des influences étrangères, les Anglais, les Français commençaient à dire nous sommes les protecteurs. Et je ne vais pas entrer dans le détail, mais le destin juif a aussi bifurqué à cette occasion-là. Bref, ça c'est le système ottoman. Vous êtes arménien, c'est un peu dommage d'être arménien parce que vous êtes chrétien, mais enfin, ça n'aboutit pas au génocide. Quand vous entrez dans une logique turque, là, il y a un problème. Parce que si vous êtes arménien, vous n'êtes pas turc. C'est contradictoire. Alors, comme vous êtes grec, vous serez raccompagné à la mer. Ça sera la catastrophe, les années 20. Il faut quand même penser que les Grecs étaient en Ionie depuis 2000 ans. Grosso modo, il n'y en a plus aucun aujourd'hui. Enfin, je simplifie, parce qu'il y a des maranes. En Turquie, il y a plein d'Arméniens et de Grecs maranes qui se cachent. Enfin bon. Qui se marient d'ailleurs entre eux. Actuellement, ce qui est extraordinaire, c'est que les marans arméniens qui restent en Turquie se marient avec des Kurdes, alors que les Kurdes ont été les supplétifs de massacres arméniens à l'époque. Mais maintenant que les Kurdes sont persécutés, ils sont du côté des persécutés. Bref. Donc, le génocide arménien, c'est le signe de la modernisation de la Turquie, parce que là, effectivement, il y a une contradiction entre être turc et être arménien. Alors qu'avant, on est sujet ottoman. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Bref. Donc c'est un système autoritaire. Dans le cas de Nelson Mandela, que je n'ai pas oublié, effectivement, il s'agit, en revanche, pas de poser l'évidence d'une identité chinoise ou d'une identité turque. Chinoise, turque recréée, purifiée, y compris la langue. Non, il s'agit de faire du commun avec des communautés qui, normalement, devraient s'entretuer. Voilà. Et donc c'est très intéressant de voir comment on a réussi apparemment à faire du commun mais au moyen d'une subtilité, je ne peux pas entrer dans le détail. Regardez, puisque je consacre pas mal de chapitres aux politiques symboliques, et en particulier au fait que toute nation, et a fortiori tout État-nation, mais même déjà tout mouvement national aspirant à devenir un État-nation, fabrique poétiquement du symbolique. Fabrique des emblèmes, bien sûr les emblèmes visuels que vous connaissez, les drapeaux, etc., mais aussi les emblèmes sonores que sont les hymnes, mais fabrique non seulement des emblèmes, mais des monuments. Monumentum, des lieux de mémoire, des panthéons, des statues, des commémorations ici et là, et enfin des rituels. Donc le triptyque emblème, monument, rituel vaut pour toutes les communautés humaines, mais en particulier pour les communautés nationales. Eh bien, du coup, je me suis plongé dans la symbolique de l'Afrique du Sud. C'est d'une complexité rare. L'hymne sud-africain doit tenir compte du caractère plurilingue. Donc il y a un couplet dans une langue, c'est d'une très grande complexité. On voit que c'est relativement fragile. Mais enfin, ça tient. Et en tous les cas, c'est un génie national propre à l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert d'où venait la musique de l'hymne sud-africain, c'est évidemment une musique protestante. C'est une musique, parce que Desmond Tutu, c'est un évêque. Donc là aussi, c'est très, très étranger au modèle français. Ça vient du Pays de Galles, pour être clair. Pays de Galles, évangélisation méthodiste, Afrique du Sud, hymne de l'Afrique du Sud. Mais c'est passionnant quand on regarde ça. Parce qu'on comprend, c'est pas anecdotique, on comprend ce qu'est l'Afrique du Sud. Évidemment. Et à Toulouse, terre de rugby, on le sait bien parce que s'il y a bien des gens qui connaissent l'hymne sud-africain, ça c'est vrai, c'est pas pour... Oui, et le Pays de Galles, c'est aussi dans une culture sportive. Donc, je dis ça parce que la première fois que j'avais
touché du doigt la complexité de cette construction de l'hymne sud-africain. Ça, c'est une construction, l'Afrique du Sud. Voilà, c'est une drôle de construction. Et puis de l'hymne, c'était effectivement, pour un match international où le commentateur expliquait, c'était sous-titré, l'espèce de tissu incroyable qui était fait. Le grand exercice que je faisais avec mes étudiants, alors là, il n'y a pas d'image, mais c'est regarder hypnotiquement l'actuel drapeau sud-africain. Vous avez toute l'histoire d'Afrique du Sud dans ce drapeau. Car c'est l'ancien drapeau de la suprématie blanche, traversé par les couleurs de l'ANC, comme une flèche zoulou qui traverse mais qui ne détruit pas, qui vient de la gauche et qui a séparé les deux, mais qui n'a pas déchiré le drapeau. Donc c'est très fragile. Hein. Mais vous regarderez. Et effectivement, cette poétique, c'est l'objet du second grand volet du livre, et elle passe par les hymnes, par la langue. Vous avez déjà parlé de l'importance pour l'Allemagne de la langue, comme, je vous cite, le critère décisif d'identité en Allemagne, c'est la langue par rapport à d'autres pays, parce que ça peut pas être la religion. Voilà. Et que parfois, ça peut être simplement même poétique, alors cette fois-ci poussé dans sa pureté, le nom, la dénomination, et vous parlez de la preuve par la Macédoine. Oui, parce que quand on parle de ces peuples, ce qui est fondamental, c'est le nom qu'ils se donnent. Alors d'où pas mal de considérations sur le stade prénational du peuple avec un petit p, sur le fait que vous avez des ethnonymes qui sont les ethnonymes internes, comment s'appelle un peuple et comment les autres l'appellent. Hein, pour les Albanais, ça ne s'appelle pas Albanie, c'est Shkiperia. Hein. Donc vous êtes Shkiperia. Mais pour les étrangers, en général, c'est quelque chose comme Albanie, Albania, etc. Donc ça dit beaucoup de choses. Hein. Bon. Mais bon, je ne peux pas développer. Et effectivement, quand on passe à peuple avec un grand P, c'est très intéressant de savoir d'où vient le fait que la Côte d'Or ou Côte de l'Or, enfin Gold Coast, devient Ghana. D'où ça sort, Ghana. Pourquoi est-ce qu'on va voir apparaître un Bénin ? Pourquoi est-ce que la Haute-Volta devient Burkina Faso ? C'est tout à fait passionnant. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quel moment ça se produit ? Et dans le cas de la Macédoine, alors ça c'est un record, évidemment. Comme vous le savez sans doute, aux dernières nouvelles, la Macédoine et la Grèce auraient réglé leur contentieux. Soyons très prudents. Donc, la Macédoine est devenue Macédoine du Nord. Et donc le gouvernement grec actuel aurait reconnu la Macédoine du Nord. Si un jour arrive au pouvoir à Athènes un gouvernement ultranationaliste, je pense qu'il n'acceptera plus de reconnaître la Macédoine du Nord. Hein. Il ira changer de nom. Donc, effectivement, le fait que, pour des raisons historiques liées à l'histoire de la Yougoslavie, etc., s'est créée une république socialiste à l'époque de Tito de Macédoine, alors que jusqu'à présent c'était flou, on retenait son souffle. À partir de ce moment-là, patatras, c'est une gifle pour la Grèce. En tout cas pour les nationalistes grecs, voire même un peu au-delà, pour les patriotes grecs. Dans le nord de la Grèce, on a installé de façon privilégiée, après justement la catastrophe, un grand C des années 20, on a installé en priorité les populations de Ionie déportées. On les a mis en Thrace et on les a mis dans le nord. Donc vous avez actuellement les descendants des victimes des Turcs qu'on a mis face aux Macédoniens. Et ce ne sont pas, effectivement, en moyenne, les Grecs les mieux disposés à l'égard d'un pays qui a pris un nom grec, Macédoine. Donc j'essaye d'expliquer comment tout ça s'est déployé, avec deux exemples bien connus, ce sont des exercices d'école quasiment maintenant. Le drapeau macédonien, quand la Macédoine est devenue indépendante après l'éclatement de la Yougoslavie, les dirigeants macédoniens ont pris un drapeau qui était une provocation pour les Grecs. Donc, je ne peux pas vous expliquer dans le détail, mais c'est le soleil de Virginia, etc. Et il a fallu négocier un changement de drapeau déjà pour atténuer relativement l'insulte. Et d'autre part, il restait le nom de Macédoine, et jusqu'à une date récente, ce nom était non reconnu par la Grèce, mais du coup par l'ONU. Et donc, la Macédoine n'existait pas officiellement. Hein, elle s'appelait FYROM, Former Yugoslavian Republic of Macedonia. C'était un nom dans le passé. Ancienne République yougoslave de Macédoine. Ça confinait à l'absurde, mais ça veut bien dire qu'il y a des enjeux extrêmement lourds dans le nom. De même qu'il y a des enjeux extrêmement lourds par voie de conséquence quand le mouvement national s'installe et a fortiori se crée en tant qu'État-nation, État-nation, dans le territoire. Ce territoire qui peut varier en fonction de considérations géopolitiques qui font que vous avez des pays qui ont beaucoup de mal à surmonter le traumatisme d'amputation de territoire ou de déplacement de territoire. Vous savez que la Pologne a été sur roulette, quoi.
Elle s'est déplacée vers l'ouest. Enfin, c'est extrêmement traumatisant. Ne parlons pas de ce gigantesque traumatisme à l'échelle d'un pays qui est petit, mais gigantesque, qui s'appelle la Hongrie, le traumatisme hongrois. Grosso modo, la Hongrie ne s'est pas encore remis. D'où Viktor Orban, parce qu'il ne faut pas s'étonner. Viktor Orban, et etc., etc. Et comment tout ça aussi signifie qu'on va réfléchir sur ce qui centre un État-nation, qui est une capitale, et comment les stratégies d'installation et de déplacement de capital nous éclairent sur un pays, avec ce grand modèle qui est que la troisième révolution, celle des États-Unis, a inventé le modèle Washington. À partir du moment où vous avez Washington, vous aurez Canberra, vous aurez Ottawa, vous aurez Ankara, vous aurez Brasilia. C'est tout à fait passionnant. Même le petit Belize, l'ancien Honduras britannique, a déplacé sa capitale. Les enjeux qui sont derrière, un pays comme le Kazakhstan, qui avait un vrai problème d'identité, comme on dirait aujourd'hui, un vrai problème d'identité avec une majorité, quasi-majorité au moment de son indépendance en 1991 de russophones, et non pas de kazakophones, le Kazakhstan n'a pas arrêté de reconfigurer sa capitale, qui était un ancien... Du coup, je m'étais intéressé à ce lieu qui s'est appelé à un moment Alma-Ata, Almaty, etc. C'était au départ un fortin tsariste. C'était le signal de la colonisation en fait, de ces terres-là par les tsars au XIXe siècle. Puis peu à peu, s'il se développe, ça devient Alma-Ata, ça deviendra Almaty. Donc on va kazakiser, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Alma-Ata, Almaty est décalé vers les zones les plus kazakhs. Et vous avez des grandes zones qui vont vers l'ouest, qui sont de plus en plus russophones. Et quelle est la décision, finalement, qui est prise par le dictateur local? C'est de déplacer la capitale vers les espaces les plus russophones pour contribuer à la kazakhisation de ça. Et ça vous donne l'actuelle capitale, qui, de surcroît, vient de changer de nom, il y a 3 ans, je crois, pour prendre le nom du dictateur mort, Nur-Sultan. Donc mais c'est absolument passionnant, parce que ça dit beaucoup de choses de ce que c'est qu'être kazakh, de ce que c'est que ce régime qui a été dirigé par des dictateurs nationalistes qui, la veille, étaient secrétaires généraux du Parti communiste local. Bien sûr. Bah oui. Alors, une dernière question de ma part avant de donner la parole à la salle. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui pourraient se poser. Je passe, hélas, sur le Luxembourg, parce que l'on a parlé des grands pays, mais alors que moi aussi, je suis devenu. Il y a un pays sur lequel je reviens sans arrêt, parce qu'en particulier, en termes de modèle national, c'est exactement l'inverse de la France. Vous prenez la France, vous le retournez, ça devient la Suisse. Bah oui. Ah oui, c'est vraiment... C'est un anti-modèle par rapport à la France. C'est renversant. Et il y a une nation suisse, évidemment. C'est évident. Je passe aussi sur les constructions en miroir des 2 nations en miroir du conflit israélo-palestinien, parce que là aussi on est dans... Et je vous conseille les pages 390 et suivantes, qui sont... Absolument... Jusqu'à la fameuse loi de 2018, la capitale, la nouvelle loi fondamentale de l'État d'Israël, qui est une révolution. Mais une révolution que certains jugent très inquiétante. Pour bondir à pieds joints sur la conclusion de l'ouvrage lui-même, que vous intitulez Du bon usage de la nation, alors quand même, de façon très actuelle, que faire de la nation en 2022 en France, pays, en Europe, seule construction, dites-vous, finalement, qui soit supranationale sur la planète? Oui, et puis nous sommes en France, en tous les cas là nous sommes en France, je ne sais pas si on est entre Français, c'est pas la question, mais on est en France, engagé dans une logique d'élection présidentielle qui montre bien la spécificité politique de la France. Parce que certains pays, à commencer par la Suisse, ont en fait comme principal élément de distinction leurs institutions. On voit très clairement, on pourrait sans doute parler des États-Unis aussi, mais pour la Suisse, c'est évidemment pas la religion, c'est pas la langue, ce sont les institutions qui font l'identité suisse. Et c'est une forte identité. La France, bien entendu, c'est autre chose, mais il en reste des institutions assez spécifiques qui la distinguent de tous les pays voisins. Vous allez le constater, ça s'appelle élection présidentielle française. Essayez de trouver l'équivalent en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne. Non, c'est vraiment spécifique à la France. Signalons-le au passage. Sinon, effectivement, de... Que faire? Ah, mais moi, je ne suis pas... La nation. Que faire de la nation 22? Je ne suis pas Vladimir Ulyanov, alias Lénine. Moi, 1902. Je ne suis pas en situation d'homme politique. Je constate qu'il y a une spécificité institutionnelle de la France qui fait partie des attributs nationaux. Ça, c'est tout à fait clair, qui remonte loin. Oui, c'est pour ça que je le posais à l'échelle européenne, parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué et qui est important dans le livre et dans cette histoire mondiale, au fond, de la mondialisation de la nation à l'heure actuelle. Le seul modèle
dites-vous, hein, qui soit supranational vraiment. C'est pas de l'ONU, c'est pas ça, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Bien entendu. D'où l'importance du phénomène du Brexit. Est-ce que le Brexit, c'est un phénomène qui va rester isolé, qui va se refermer, ou est-ce que c'est annonciateur d'un détricotage de l'Union européenne? Ça, voilà. Personne ici ne peut le dire, mais c'est une interrogation. En revanche, ici, tout le monde peut poser des questions, si personne ne peut le dire. Mais je ne suis pas obligé de répondre. C'est vrai aussi. Oui, je voulais vous poser une question sur une nation qui est peut-être assez problématique. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une nation? Je veux parler des Roms. Oui, très bonne question que j'évoque. Effectivement, on a le cas d'une identité culturelle, ça c'est pas niable, qui s'est forgée d'ailleurs très progressivement et en fait assez récemment sur le modèle effectivement du national, mais avec une hypothèse déterritorialisée, je suis bien d'accord. Sauf que du coup, moi ce qui m'intéresse dans le modèle standard, c'est que ça aboutit à un État-nation. Alors je ne vois pas poindre un État-nation Rome. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que l'ONU peut jouer un rôle en revanche en disant mais n'oublions pas qu'il y a des Roms, mais État-nation Rome. Alors c'était le problème qu'avaient évidemment posé, et c'était fascinant, les austro-marxistes. C'est-à-dire les marxistes austro-hongrois qui étaient confrontés à cette situation anxiogène, et ils avaient raison parce que ça s'est très mal terminé, d'abord pour l'institution politique en question, et même pour eux plus tard, d'autant plus que ces marxistes austro-hongrois étaient très souvent juifs, et voyant monter le national au sein de l'Empire austro-hongrois, nous sommes avant 1918, tout en étant marxistes, donc internationalistes, évidemment, ils étaient les premiers à dire regardez, cet édifice vermoulu, mais aussi à constater qu'ils étaient beaucoup moins écoutés, eux, les marxistes internationalistes, que les nationalistes croates, slovènes et compagnie. Et effectivement, ils ont été submergés par le mouvement national, les mouvements nationaux. Et donc, de façon intellectuellement très subtile, mais aussi désespérée, ils avaient proposé une solution déterritorialisée, qui était d'une complexité, d'une intelligence folle, donc qui a été un échec absolu. Puisque vous auriez pu, justement, façon Renan, vous auriez pu vous autodéfinir de façon déterritorialisée, comme tchèque ou croate, à Vienne, par exemple. Donc il y aurait eu des institutions, par exemple, vous auriez pu mettre, ça peut se défendre, hein, vos enfants à l'école croate à Vienne, hein, c'était très très subtil. C'était pas forcément, de toute façon, même de façon pacifique, facile à imaginer, à mettre en place, mais de toute façon, ça s'est très mal terminé pour l'Empire austro-hongrois, qui a balayé aussi les austro-marxistes en même temps. C'est-à-dire que les adversaires marxistes des austro-hongrois ont été balayés avec les austro-hongrois, avec les Habsbourg. Les deux. Mais il y avait l'idée de déterritorialisation. Ça, c'est vrai. Le Bund, c'était ça. Quoique même dans le Bund, il y avait certains qui disaient on pourrait peut-être créer un État juif là, en Europe centrale. Une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises de la religion, et notamment en parlant, ça m'a interrogée quand vous avez parlé de la manière dont la nation fabriquait des monuments, un hymne et des rituels. Et je trouve que c'est très proche de la manière dont est fabriquée aussi une religion. Donc, je me posais la question si on pouvait considérer ou faire en tout cas un rapprochement entre peut-être une nouvelle religion par le biais de la nation. Oui, ça se défend tout à fait. C'est-à-dire que le triptyque des politiques symboliques, emblèmes, monuments, rituels, c'est évidemment un triptyque qu'on retrouve dans les constructions religieuses. Mais c'est plutôt la notion de religion qu'il faut interroger, évidemment, puisque vous avez... Alors je traite cette question au passage aussi, évidemment. Vous avez des cas où le national va quasiment produire de la religion, au sens... Le plus bel exemple étant la modification du statut du Shinto au Japon. Parce que le Shinto existe antérieurement au Japon moderne, mais la manière dont on va reconfigurer le Shinto après à partir de l'ère Meiji montre bien que voilà, il y a une sorte de conséquence religieuse de quelque chose qui est une modernisation du politique japonais. Enfin, je ne peux pas entrer dans le détail, mais c'est clair. Par ailleurs, je traite aussi d'une question intéressante qui est le fait que,
À partir du moment où la Pologne est rayée de la carte en tant qu'État, parce que donc on a un cas de figure où vous avez un État qui est pré-national qui disparaît. Bon, c'est tout le drame polonais. À partir de ce moment-là, l'Église catholique, qui évidemment figure les composantes, parmi les composantes générales de l'identité polonaise avant, mais au fond peut-être pas plus que ça, devient l'arche sacrée où va se réfugier le patriotisme et donc le nationalisme polonais. D'autant plus que les Russes, plus encore que les Prussiens et les Autrichiens, vont s'entendre à décapiter les élites aristocratiques polonaises, qui d'ailleurs régulièrement se révoltent contre les Russes, donc les têtes tombent. Donc, aristocratie polonaise largement décapitée, plus d'État polonais, qu'est-ce qui reste ? Il reste les églises. Et à ce moment-là, la fameuse image polonaise, ils sont toujours fourrés dans les églises, mais ça date du 19e siècle, ça ne remonte pas plus haut. Ça remonte pas plus haut. Mais évidemment, quand vous n'avez plus que la référence religieuse en l'espèce catholique, vous imaginez l'investissement que ça va représenter, d'où le poids effectivement du catholicisme dans le nationalisme polonais. Mais c'est très lié aux circonstances particulières de l'histoire de la Pologne. Donc vous voyez, effectivement, la circulation avec le religieux est tout à fait passionnante à étudier, mais ça aboutit à la conclusion très simple que à chaque nation, son rapport singulier aux politiques. Bon, il y a des rapports assez simples, d'autres qui sont d'une grande complexité, comme les deux exemples que j'ai donnés, le Shinto ou la catholicisation du nationalisme, enfin de l'esprit national polonais. Mais sinon, oui, bien sûr, dans une hypothèse, si vous voulez, de sécularisation progressive des sociétés modernes, on peut transférer vers le national une bonne partie des attributs du religieux, ça c'est clair. Après, il faudrait parler puisque tout à l'heure j'étais amené à revenir sur la question russe, la tradition de l'orthodoxie standard, pas toutes les orthodoxies étant une forme de césaropapisme, si j'ose dire, donc de lien étroit entre l'État, qui est monarchique à ce moment-là, et l'orthodoxie. Il est évident qu'il y a une sorte de logique nationale dans laquelle l'orthodoxie se coule facilement. Alors que, comme son nom l'indique, le catholicisme se veut universel, catholicos. Mais l'orthodoxie, c'est autre chose. C'est autre chose. Et il y a donc une tradition de rapport étroit, voire de dépendance des églises orthodoxes à l'égard des pouvoirs civils. Avec des exceptions, hein, bien entendu. Il y a des gens qui se révoltent contre ça au sein même de l'orthodoxie. Mais la tendance générale, c'est ça. Et ça se vérifie très bien aujourd'hui dans la Russie de M. Poutine. Où évidemment l'église orthodoxe russe, alors qui n'est qu'une des églises orthodoxes, mais enfin qui est l'église orthodoxe dominante, est complètement liée, on ne va pas utiliser d'autres mots, liée au pouvoir poutinien. Donc vous avez tous les cas de figure, ça c'est évident. Une autre question. Deux à la fois. Je vais aller de l'arrière vers l'avant, si vous voulez bien. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre intervention et pour celle d'hier aussi à l'université. Mais depuis hier, du coup, il y a une question que je me pose qui m'a empêché de dormir, donc j'espère que vous allez pouvoir y répondre. Désolé. C'est par rapport, vous avez esquissé tout à l'heure, par rapport à la conception française de la nation, à la différence entre la conception française de la nation, donc de Ronan, de Coulanges, etc., c'est-à-dire la nation politique, avec la différence donc avec la conception allemande ethnoculturelle, de Fichte, etc. Et je voulais savoir, par rapport à cette échelle-là, qu'est-ce qu'une nation pour vous, par rapport à ces deux conceptions? Et ensuite, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à votre définition de la nation, d'un peuple qui devient le peuple, si on vous prend au mot, ça voudrait dire que la nation française est née avec la Révolution française, donc en 1789, donc je voulais savoir si c'était ce que vous vouliez dire, et sinon, quand est-ce que pour vous est née la nation française? Je commence par la dernière partie de votre question, ou la dernière question. Il est clair, pour être élémentaire, si vous voulez, pour répondre d'une manière qui n'est pas susceptible d'être discuter à partir du moment où on est d'accord, mais on est d'accord sur les termes. Il ne peut y avoir de perspective nationale qu'à partir du moment où il y a autoproclamation d'une souveraineté populaire française, et ça se déroule très précisément au mois de juin 1789. C'est pas avant, c'est pas après. Et donc, quand s'autoproclame une assemblée nationale, comme par hasard, là, on peut dire qu'on est dans une logique
nationale moderne. Alors après, on peut toujours chercher des origines. Ça, c'est le vertige, le fameux vertige des origines. Les historiens sont très, très forts là-dessus. On peut remonter au déluge. Personnellement, je n'ai jamais été convaincu par les arguments de mes meilleurs collègues médiévistes qui n'hésitent pas à utiliser le concept de nation. J'ai lu Colette Beaune, qui était ma collègue à Nanterre. J'ai lu Georges Duby, qui parle même à propos de Bouvines. Ça, je ne suis absolument pas convaincu. Je vois très bien ce qui se met en place du côté de l'État. Le patriotisme dont je parlais ne pose aucun problème. La nation, pour moi, c'est autre chose. Mais bref, je vous réponds, c'est juin 1789. Je ne vous dis même pas d'une façon floue, c'est à l'époque de la Révolution française. À partir de ce moment-là, il y a une logique nationale. Ça donne une institution qui s'appelle une Assemblée nationale. Il faut prendre les mots au pied de la lettre. Donc voilà. Alors après, on peut ne pas être d'accord. Sinon, en remontant, je dirais que il y a la question de... Alors, vous me disiez que vous avez empêché de dormir, parce qu'au fond, pour vous... Pourquoi est-ce que c'était un problème, ce que j'avais dit hier, si j'ose dire hier? Parce que je n'ai pas très bien compris en quoi c'est problématique. Non, c'est pas du tout que c'est problématique. C'est que je voulais savoir. Donc là, j'ai compris votre question. Du coup, ouais. Mais est-ce que vous pensez, du coup, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait une identité nationale avant 1789 ou pas du tout? Mais ça dépend des définitions. Avec ma définition, c'est pour non. ça que c'est notre Avec ma échelle définition, non. Oui, Si vous voulez, les institutions politiques, puisque j'ai déjà dit que même un peuple avec un petit p a une source fondamentalement politique, c'est une communauté politique. Hein. Les Barouillas, et je sais pas, ils sont peut-être 2500, c'est une communauté politique comme une autre. Mais ce n'est pas dans la logique de ce qui nous gouverne aujourd'hui. Voilà. Et ce qui nous gouverne aujourd'hui, ça apparaît assez récemment. Et ce rapport à la souveraineté populaire, ça engage, c'est absolument évident. Et on peut même dire, pour reconnaître qu'effectivement, par rapport à la révolution néerlandaise et la révolution anglaise, les deux révolutions du XVIIIe siècle, l'américaine, mais ne l'oublions pas, l'américaine et la française, nous sont familières. Il suffit de voir d'ailleurs les déclarations de droit. On voit bien qu'on est dans l'univers qui est le nôtre actuellement. Hein, parce que les débats aujourd'hui sur les droits humains, la reconnaissance d'un certain nombre de droits spécifiques, même la question de la parité, enfin toutes ces questions qui peuvent nous hanter aujourd'hui, sont directement issues du XVIIIe siècle, même pas du XVIIe. Donc les vraies cristallisations, alors ça, on rapproche la focale, on est entre les deux déclarations fondamentales de la Révolution américaine et la première déclaration, celle de 1789, de l'été 89 française. C'est là que ça se passe, en fait. Et est-ce que vous trouvez que par là, vous vous inscrivez dans la conception française de la nation? Oui, alors, effectivement, moi, en tant qu'historien, le métier que j'essaye de faire, plus ou moins correctement, c'est d'essayer de comprendre la logique des différents agents. Donc je vois très bien la logique de Renan face à la logique de Strauss, qui n'est pas d'accord avec lui, etc. Après, je vois évidemment pourquoi chacun, d'une certaine façon, plaide en faveur de sa chapelle. Mais je n'ai pas à me prononcer pour dire un tel a raison. Puisque le sous-titre de mon livre, c'est une histoire mondiale, je suis amené à dire il y a un chemin français et puis un chemin allemand, par exemple. D'autant plus qu'il y a des contre-propositions dans chaque système. Dans chaque système, vous avez des minorités qui objectent à la thèse dominante. Hein. Mais on imagine bien, bon, on va aller vite parce que c'est une formule un peu violente, mais les sociétés ont toujours raison. C'est-à-dire qu'elles ont leurs raisons. Et leurs raisons vont en général dans le sens de leurs intérêts, de ce qu'elles croient être leurs intérêts. Donc effectivement, l'intérêt allemand, en 1871, c'est de tenir un discours fataliste, culturaliste. Parce que ça assoit mieux cette institution politique nouvelle qui s'appelle l'Empire allemand. Ce qui est quand même extraordinaire, là en revanche, c'est trop beau pour être vrai, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est qu'on proclame l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. Non, ça paraît presque bizarre. C'est un peu bizarre. Bon. Mais on voit bien l'importance, sur ce plan-là, des traumatismes et de la symbolique. Alors que la solution française, bon, bien entendu, siège ailleurs, parce que ça va dans le sens des intérêts de la France, à savoir d'être la martyre que... Et bien entendu, ce type d'argument aurait été incompréhensible un siècle plus tôt. Il a fallu que de l'eau coule sous les ponts, et en particulier que désormais il y ait la souveraineté populaire. N'oubliez pas que... Alors, faut-il appeler ça le bonapartisme? En tous les cas, le Premier Empire, le Second Empire, d'ailleurs, grâce à Alain Corbin qui m'avait fait découvrir ça il y a quelques années, il faut se rappeler que quand
Louis-Napoléon Bonaparte prend le pouvoir, il restaure l'Empire et que donc les officiels, jusqu'à ce que justement le régime à la fois se normalise et en fait, il ne le sait pas, se fragilise, ce sera l'effondrement de 1870 que vous connaissez, le régime ne dit pas Second Empire, il dit Empire. Il ne dit pas Second Empire, d'un point de vue... Donc, on va dire que c'est du bonapartisme, si vous voulez. Ce régime est un régime de synthèse entre... D'ailleurs, Madame de Staël l'avait dit, en disant que Napoléon Ier, c'était Robespierre à cheval. 50% héritier de la Révolution, 50% restaurateur de la monarchie. Et ça, c'est évidemment le génie spécifique de ce régime. Et sur quoi se fondait ce régime, sous Napoléon Ier comme sous Napoléon III? Le plébiscite. Plébiscite. Alors, vous pourrez toujours dire, oui, plébiscite à 99. Non, mais c'est révolutionnaire. Hein, c'est effectivement à ce moment-là que s'instaure l'idée de plébiscite, qui va nous donner quand même le référendum de la Ve République, hein, après tout. Et quand Renan parle de plébiscite de tous les jours, il a à l'esprit, tous ses contemporains l'ont compris, l'héritage des politiques plébiscitaires qui vont donner aussi des plébiscites de rattachement à l'Italie, hein, puisque ça se déroule à ce moment-là. Et évidemment, les différentes régions italiennes qui sont intégrées à l'unité le font par le biais d'un plébiscite. La Savoie, le comte d'Ennis, se prononce par plébiscite. Et je m'en fiche complètement de savoir si ces plébiscites sont à 99% coréens, etc. C'est absolument nouveau. Donc le pouvoir autoritaire de Napoléon Ier et Napoléon III se fonde sur le suffrage populaire, ce qui s'appelle la démocratie autoritaire. Car, dernière remarque, on s'éloigne un peu de la nation, mais pas complètement. Je vous signale que dans la définition, c'est toujours une question de définition, jouons carte sur table. Moi, je vous donne ma définition. Dans la définition de la démocratie, qui est en effet fondée elle aussi sur la souveraineté populaire, il n'y a pas un espace pour la liberté. Il y a un espace pour la liberté si vous ajoutez un adjectif qui s'appelle libéral. La démocratie libérale. Mais vous pouvez avoir une démocratie illibérale, autoritaire, voire totalitaire. Ça reste, je suis désolé de vous le dire, une démocratie. Car dans la définition de la démocratie, c'est le suffrage populaire, c'est la souveraineté populaire qui est essentielle à la définition. La liberté n'est pas essentielle à la définition. C'est purement idéologique de dire, évidemment, la démocratie, c'est lié à la liberté. Mais ça, c'est de l'idéologie. Ce n'est pas dans la définition de la démocratie. Le pouvoir du peuple peut s'exercer dans un sens autoritaire, totalitaire. Le peuple peut déléguer son pouvoir à Napoléon Bonaparte, général de la Révolution française, comme disait Pierre Larousse, né à Ajaccio, mort à Saint-Cloud le 18 Brumaire. C'était dans le dictionnaire de Pierre Larousse. Oui, bonsoir. Merci d'être venu jusqu'ici, à Toulouse. Alors, je suis très content que vous ayez donné une définition de la nation, une définition historique, scientifique, contrairement à d'autres comme Éric Zemmour qui ont une autre définition. Alors, j'avais une question. Il y a des événements qui m'interpellent, des événements récents, notamment, par exemple, le fait que certains n'aiment pas chanter la Marseillaise, par exemple, qui trouvent que c'est un chant un peu trop guerrier, ou d'autres personnes, par exemple, qui vont asperger de peinture rouge la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Alors je me demandais si à travers tous ces événements, il n'y aurait pas en ce moment, ou depuis quelque temps, une recomposition de la nation française. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous. Alors, je pense que c'est une forme 21e siècle d'un type disons, de contestation du national qui a des précédents. Ça dépend où on se situe. Si on se situe dans une perspective où le national serait absolument le mal, etc., bon, il est évident qu'on peut étendre l'attaque à quantité d'autres effigies que celle de Colbert et d'autres institutions que celle-là. Si en revanche, il s'agit de donner une autre définition à la nation en disant la Marseillaise, c'est un hymne guerrier, ça peut ne pas être considéré comme contradictoire avec un enracinement, si j'ose dire, national. Ce que je constate, c'est que si derrière, il y a l'idée que, par exemple, la nation est forcément carcérale, si vous voulez, là, moi, je dis que ça n'est pas démontré, par l'histoire, et qu'en revanche, il y a une question passionnante qui est de voir, je ne l'ai pas mentionné là, je le signale rapidement vers la fin du livre, que ces nations sont des machines à intégrer.
C'est-à-dire que tant qu'une nation fonctionne, si ça se grippe, évidemment, bon, mais la fonction de ces nations, c'est d'intégrer en particulier le fameux étranger. J'avais évoqué METEC, pour l'anecdote, ça va au-delà de l'anecdote, c'est fascinant de voir que ce qui est une insulte de Café du Commerce, c'est en fait un statut tout à fait précis de la démocratie athénienne qui prévoit qu'il peut y avoir des étrangers qui ont des privilèges, donc des étrangers à statut, donc pas des purs et simples étrangers. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un érudit français qui a soutenu sa thèse sur les métèques à la fin du XIXe siècle. Et le pauvre, il a été complètement dépassé par les événements, parce qu'il y a un certain Charles Maurras qui a lu ça, qui s'est mis à utiliser ça de façon insultante. Bon, le pauvre archéologue. Donc c'est fascinant la manière dont on peut instrumentaliser un travail d'historien au passage. Mais donc, les nations sont des machines à intégrer. Alors, elles intègrent évidemment de façon nationale, c'est-à-dire qu'on imagine bien qu'elles intègrent différemment, suivant que... Mais puis, ça va permettre de parler du Luxembourg. À l'heure actuelle, au Luxembourg, vous avez 38% d'étrangers. Donc, effectivement, on peut s'interroger. Vous remarquerez que, pour l'instant, le Luxembourg n'est pas en état d'implosion. Mais ça signifie quantité de dispositifs assez intéressants d'intégration. En particulier, l'accès, alors ensuite les résultats sont variés, à la langue luxembourgeoise. Parce qu'une des façons d'intégrer, sur les 38%, un tiers sont, vous n'ignorez sans doute pas, d'origine portugaise, puisque une des plus grandes communautés, en proportion, la plus grande communauté portugaise à l'étranger, c'est celle du Luxembourg, par rapport à la population du Luxembourg. Et donc, évidemment, à la deuxième génération, tous ces enfants d'immigrés, par exemple portugais, parlent luxembourgeois, plus ou moins bien, mais j'en connais pas mal, parce que ça fait partie du programme d'intégration du Luxembourg. Et donc, paradoxalement, cette langue luxembourgeoise qui était appelée à disparaître, évidemment, vous imaginez bien, il y a 50 ans, le luxembourgeois n'avait aucun avenir, est plus parlé aujourd'hui qu'il y a environ 100 ans. C'est tout à fait intéressant. Donc, tous ces États-nations ont des politiques d'intégration, on en pense qu'on en veut, ça tiendra ce que ça tiendra, mais c'est vrai que du coup, on peut dire que la logique de l'intégration est encore une logique prédominante dans un État-nation standard. Après, ça n'empêche pas, effectivement, les polémiques dont vous parlez. La Marseillaise comme hymne guerrier. Alors ça, c'est un autre problème sur lequel il faudrait écrire un livre que je n'écrirai sans doute pas, parce que bon, mais j'ai d'autres priorités. Mais c'est que, effectivement, on pourrait imaginer aussi que le rapport au passé ne soit pas toujours la guerre civile, quand même. Moi, je viens d'une ville où il y a la même chose, je crois, à Toulouse, et on m'a cité un exemple à Toulouse. Je viens d'une ville où il y a 2 rues qui se croisent aujourd'hui, et ce sont 2 personnes qui se sont tirées dessus à l'époque. Il y en a un, c'était le maire légitimiste de la ville, sous Charles X, et l'autre, c'est l'un des étudiants qui sont morts sur les barricades en 1830. Ils ont chacun leur rue, elles se croisent en plus. Bon, ça, c'est une solution qui consiste à ne pas peinturlurer Colbert. Si vous voulez. Bon, après. Donc, si on veut transposer la guerre civile dans la mémoire, d'abord, il faut se lever tôt le matin, parce que alors là, ça va tomber. Il n'y aura pas que Colbert. Il y a d'autres idoles d'un genre différent qui pourraient tomber. Donc si on met le doigt dans l'engrenage, tout y passe. Mais de surcroît, on pourrait aussi considérer que ce qui fait nation, c'est ce qui fait du commun. Et par exemple, évidemment, la Troisième République, parce que ce n'est pas la monarchie, la Troisième République a célébré Colbert, comme elle pouvait célébrer Richelieu, pour des raisons qui ne sont pas le Code noir. On n'a pas célébré Richelieu pour le Code noir. De même que, là j'étends, mais c'est pour faire comprendre ma pensée, on peut aimer la musique de Wagner pour autre chose que l'antisémitisme de Wagner. Et sans vouloir envahir la Pologne. Sans vouloir envahir la Pologne. Une dernière question avant que vous puissiez avoir la possibilité de venir signer les exemplaires que vous aurez acquis ou que vous avez avec vous. Et cette question, c'est quelqu'un qui me l'a déjà demandé la parole, je suis désolé. Et ce sera l'occasion, mais s'il y a un remords, vous pourrez venir la poser directement à Pascal Horry, justement, au moment des signatures. Merci beaucoup. Un petit préambule, comme on est en terre de rugby, je voulais signaler qu'en Irlande, et notamment la création très récente, en 1995, d'un hymne particulier à l'équipe de rugby irlandaise qui prend des gens du Nord et du Sud. Oui. Et c'était une des rares activités qui ignorait la frontière tous les dimanches. Je ne savais pas qu'il y avait un hymne. Pendant plus de 30 ans, et l'histoire de la création de cette hymne était absolument passionnante. Ouais, c'est très intéressant. Ça, c'était le préambule. Et je n'ai pas une, mais 2 questions, mais elles sont très courtes.
puisque je parlais d'Irlande et de nation, qu'est-ce qu'on fait du Commonwealth avec des lunettes de nation? C'est un peu un mystère pour un Français. Et la deuxième question, François Mitterrand a terminé son dernier discours, la conclusion de son dernier discours devant le Conseil de l'Europe, par ces mots: le nationalisme, c'est la guerre. Et alors, pour vous, pourquoi a-t-il terminé sa très longue carrière politique par ces mots devant le Conseil de l'Europe? Sur le dernier point, je ne suis pas effectivement un mitterrandologue. En revanche, j'ai eu l'occasion d'approcher beaucoup François Mitterrand. Je pense qu'il parlait du nationalisme, comme je l'ai défini moi-même, c'est-à-dire que vous avez une instrumentalisation du national dans un sens qui peut générer, alors la guerre plus généralement, la xénophobie, l'affrontement. Donc c'est une affirmation d'homme politique, c'est pas une affirmation d'historien. L'historien peut constater que le nationalisme a tendance à exclure en interne et à, j'allais dire, mobiliser dans des aventures extérieures. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, on n'a pas à se prononcer sur le fond. Lui est à ce moment-là en situation d'homme politique. Et je pense qu'il préfère tomber à gauche que tomber à droite. Donc, et puis l'évolution de François Mitterrand est intéressante puisqu'il vient du nationalisme avant-guerre. Bon, mais il n'est pas le seul quand on considère les évolutions. Et est-ce que la France de 1940 pense la même chose du maréchal Pétain que la France de 1944 ? Bon, donc il y a François Mitterrand, il y a aussi les Français. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il a été assez acculturé à des valeurs socialistes pour terminer sur ce genre de discours, je suppose. Et puis je pense que devant le Conseil de l'Europe, ça passe très bien. Ça passe très bien. Bon. L'Irlande, oui, vous me posiez... Le Commonwealth, oui, c'est ça. Alors j'avais peut-être envie de revenir aussi sur l'Irlande et même sur le rugby, mais bon, passons sur... Non, enfin, ce que je signale au passage, c'est que bien entendu, parmi les attributs de la nationalité, vous avez des sports, parfois, pas toujours, des sports qui sont évidemment nationalisés en temps... Même il y a un récit des surfeurs dans le livre. Oui, tout à fait. Exactement. Et par exemple, c'est quand même extraordinaire de voir qu'un des effets de la colonisation, c'est que le cricket peut être un sport identitaire indien et pakistanais. C'est extraordinaire. Donc il y a une façon de... Bon, même chose pour les plats nationaux. Les plats nationaux, j'évoque un plat national sénégalais. Enfin bon. Donc c'est vrai qu'il y a des sports nationaux, c'est tout à fait passionnant. Pour le Commonwealth, moi je pensais plutôt à la comparaison avec la CEI, la Communauté des États indépendants, c'est-à-dire qu'à un certain moment de relâchement des liens, il reste quelque chose qui appartient à un passé commun. La CEI, c'est le passé soviétique commun. Le Commonwealth, c'est le passé, disons, anglais commun. Ça me paraît pas contradictoire parce que c'est tellement lâche comme lien, ça me paraît pas contradictoire avec le renforcement d'identité nationale. Alors évidemment, à partir d'un certain moment, il y a des logiques nationales qui disent bon, on descend du train, mais quand il ne s'agit pas de développer justement un nationalisme ombrageux, bon, je ne vois pas forcément de contradiction entre le Commonwealth et l'idée d'un État-nation. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que tous ces pays ne sont pas au même stade, que par exemple, depuis longtemps, le Canada a franchi le pas dans la symbolique en faisant disparaître l'Union Jack du drapeau, en mettant une feuille d'érable à la place. Donc ils sont allés plus loin que d'autres, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et en ce moment, comme on sait, il y a un débat sur la symbolique néo-zélandaise. Enfin, là, on retrouve le rugby, d'ailleurs. Oui, on finit donc par là où on aurait pu commencer. Et je ne vais pas m'engager parce que là, ça concerne les questions franco-françaises, la distinction entre le rugby à 13 et le rugby à 15. On remercie très chaleureusement Pascal Horry. Vous avez écouté à l'instant Pascal Horry autour de la publication chez Gallimard de son nouvel ouvrage « Qu'est-ce qu'une nation ? Une histoire mondiale », enregistré le 28 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche. Pascal Horry est aussi l'auteur de « Ce que dit Charlie », 13 leçons d'histoire paru en 2016 chez Gallimard, « Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste » en 2017 chez Gallimard également, ou encore de « Jouir comme une sainte et autres voluptés » paru au Mercure de France en 2017. Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.